Je vais vous parler du point de vue du pédiatre, hein, surtout, donc du médecin. Sachant que donc, oui, je suis en fait MCUPH à l'hôpital Necker en pédiatrie, en maladies infectieuses. Et donc la coqueluche est une thématique pour moi très importante puisqu'elle va vraiment, comme vous allez le voir, toucher le nourrisson dans sa gravité, mais aussi finalement la population avec plusieurs problématiques que je vais vous exposer. Alors, avant de commencer à vous parler un peu plus amplement de la coqueluche, je voulais vous parler d'un cas clinique tout récent, d'un cas d'une petite patiente à Necker qui, en fait, avait 2 mois, issue d'une grossesse gémellaire, qui est née un peu prématurément et avec un petit poids de naissance. En néonatologie, au moment de l'accouchement, après l'accouchement, il n'y a pas eu de problème particulier. En revanche, à l'âge donc de 2 mois, cette petite a été d'abord hospitalisée pour une bronchiolite dans le cadre d'une infection à virus respiratoire syncytial. Initialement une bronchiolite banale, mais quelques jours après, elle va se dégrader au niveau respiratoire avec une augmentation des globules blancs qui va monter à 55 000 à ce moment-là, dont 26 000 lymphocytes. Elle va être transférée en réanimation pédiatrique du fait de la dégradation respiratoire et même s'il y avait une atypie clinique, elle avait des signes de bronchiolite, surtout sur l'hyperleucocytose, il a été, et que cet enfant n'était pas vacciné à 2 mois, il va donc être recherché la coqueluche en PCR et elle va être positive donc sur un prélèvement nasopharyngée. Elle va être traitée pour la probable infection respiratoire initialement, dite bactérienne, peut-être une surinfection par un antibiotique un peu large par augmentin, et puis l'azithromycine qui est le traitement contre la coqueluche. L'évolution de cette patiente, elle va présenter finalement quelques signes un peu en faveur de la coqueluche, une toux quinteuse. Et puis, il va y avoir une augmentation du dioxyde de carbone dans le sang, une hypercapnie, qui va faire que cette évolution respiratoire, mauvaise évolution respiratoire, initialement, va se poser donc la prise en charge par une ventilation initialement non invasive. Et puis, va se majorer sur une dégradation respiratoire, sur un bilan biologique, l'hyperleucocytose, qui va monter jusqu'à 100 000. Pour rappel, la norme à cet âge-là, c'est à peu près 10 000, 12 000. Une hémodynamique instable, elle va être en état de choc. Elle va avoir une hypertension, pas du tout portale, une hypertension artérielle pulmonaire, de l'artère pulmonaire, qui va être du coup très très difficile à gérer et va nécessiter 2 prises en charge qui se font dans des services de réanimation. Il y en a 2 sur l'île de France, une à l'hôpital Trousseau et une à l'hôpital Necker. La circulation extracorporelle, donc on va se passer du poumon et on va faire circuler et oxygéner le sang par l'extérieur. Par des membranes, voilà. Donc on va oxygéner de cette façon-là. Donc c'est une technologie assez invasive. Hein. Et puis une lecaphérèse, donc pour diminuer le taux de globules blancs. Alors, l'évolution, il va y avoir une amélioration hémodynamique et respiratoire de cet enfant. On va baisser les globules blancs puisqu'elle va arriver à 12 000, qui est à peu près la norme à cet âge-là. En revanche, en retirant la canule de la circulation extracorporelle, elle va faire un choc sur un hémopéricarde, c'est-à-dire donc une hémorragie au niveau du cœur, et va décéder en fait de cette complication technique. Finalement. Donc c'est pour vous montrer que la coqueluche, ça peut être une maladie très grave, mortelle directement par la maladie, bien sûr, si on n'a pas les techniques nécessaires. Et effectivement, on a eu des avancées avec la lecaphérèse et l'ECMO, mais ce sont des techniques très complexes qui peuvent elles-mêmes entraîner le décès. Voilà, juste pour vous montrer une radio du poumon, où finalement ça devrait être tout clair, c'est-à-dire du noir, quoi. Ça devait être aéré, et c'est pas du tout aéré, c'est complètement blanc.
Donc là, c'était au moment où elle était canulée. Là, c'est les canules de l'ECMO. Ça s'était amélioré à ce moment-là, mais elle est quand même décédée, comme je vous l'ai dit. Alors la coqueluche, pour vous reparler de la coqueluche, c'est dans sa forme classique, c'est un coxobacille gram-négatif, Bordetella pertussis et parapertussis, mais beaucoup moins fréquemment. Il y a un seul réservoir pour la coqueluche, pour ces agents, qui est l'homme. C'est très transmissible et très contagieux, une transmission par gouttelette. Quelques bactéries suffisent, une excrétion de la bactérie très prolongée, qui peut être jusqu'à 3 semaines, mais il y a des études qui montrent que ça peut être même au-delà, 40 semaines ou 6 semaines, et en fait un taux d'attaque assez élevé, comme vous le voyez ici. Alors, pour vous montrer l'expression clinique, initialement, donc, il y a une phase d'incubation, puis il y a, pendant la première semaine, des signes aspécifiques de type toux, rhinorrhée, un peu un équivalent de rhume, ce qu'on appelle la phase catarrhale. Et puis, on va voir la phase dite paroxystique, où là, c'est là où on va avoir les signes qu'on a vus notamment chez cette patiente, donc la lymphocytose, mais la toux un peu typique qui est émétisante et qui a une reprise inspiratoire très particulière, ce qu'on appelle le whooping ou la toux coquelucheuse. Et on a une phase de convalescence ensuite. Alors, une chose quand même à savoir, c'est que ces signes cliniques sont plus atypiques chez le nourrisson et aussi atypiques chez l'enfant ou l'adolescent vacciné dernièrement, qui va du coup diminuer les signes. Il n'aura pas forcément cette fameuse toux coquelucheuse avec une reprise inspiratoire importante. Et chez le nourrisson, un exemple ici, une forme quinteuse qui peut être asphyxiante, donc un enfant qui va devenir bleu, cyanosé, cette toux peut être émétisante, mais sans chant du coq, le fameux whooping, donc cette reprise inspiratoire. Et puis vous avez aussi, chez les tout petits, des formes apnéisantes, c'est-à-dire où il va y avoir un arrêt respiratoire isolé, qui va entraîner une désaturation d'oxygène et parfois aussi un ralentissement cardiaque, une bradycardie profonde. Et la coqueluche fait partie des causes de mort subite du nourrisson. Et puis, il y a la forme maligne. Il faut savoir qu'en France, c'est la première cause de décès chez le petit nourrisson par infection bactérienne communautaire. Il faut savoir que cette forme maligne qui correspond au cas clinique que je vous ai exposé là est associée à une mortalité très élevée encore, malgré l'accès aux soins. On a des facteurs de risque identifiés cliniques, donc le petit âge, le petit poids de naissance et l'âge gestationnel, donc les prématurés. Et puis, c'est souvent associé à un taux de globules blancs élevé avec un cut-off qui est mis à 30 000, voire 40 ou 50 000 selon les études cliniques. Il y a des co-infections qui ne sont pas rares, entre 8 et 15%, et la co-infection semble être associée à la gravité aussi. Et puis, dans ces formes du nourrisson, il faut toujours penser au comptage familial, donc des cas familiaux autour du petit nourrisson. En général, ça se transmet en intrafamilial. Alors, la coqueluche maligne, c'est vraiment un phénotype à part. C'est le nourrisson uniquement, une détresse respiratoire, l'hypertension artérielle pulmonaire, l'hyperlymphocytose, parfois l'hyponatrémie, une atteinte polyviscérale, une atteinte neurologique et un coma, avec parfois des convulsions. Typique, voilà un exemple d'un enfant qui est donc en réanimation, qui est en quinte, c'est-à-dire donc là il est tout rouge en train de faire sa quinte, il bloque la respiration, il n'arrive plus à respirer, et même l'intubation, donc là c'est tout le système respiratoire n'aide pas, et parfois il faut vraiment cette respiration extracorporelle pour passer le cap. Il y a probablement une part de la lymphocytose qui joue, qui bloque certains vaisseaux, qui fait l'hypertension artérielle pulmonaire, mais ce n'est pas encore très très clair. Alors les problématiques actuelles de la coqueluche, c'est déjà il y a une réémergence de la coqueluche malgré une forte couverture vaccinale. Alors cette réémergence n'est pas, on verra plus tard,
équivalente dans tous les pays, mais on s'est posé la question pourquoi il y a une réémergence de la coqueluche. Il y a une part de l'amélioration des techniques diagnostiques, il y a peut-être une part de la variation antigénique des souches, et ça, Sylvain en parlera un peu tout à l'heure, et puis possiblement aussi une limite des vaccins cellulaires. Ce qu'il faut voir, c'est quand même le vaccin, ici, a clairement, donc là c'est le vaccin entier, j'en parlerai tout à l'heure, le premier vaccin mis en place qui a clairement diminué la prévalence, et puis après, une petite réémergence qu'on voit ensuite. Alors en France, là c'est les données du Centre national de référence, donc chez nous, et on voit que ça évolue de façon cyclique. On n'a pas de véritable réémergence. Peut-être on a cru à un moment donné, là je vous donne des données issues du laboratoire Serbin qu'on avait récupérées tout récemment. On a cru à un moment donné qu'il y avait une augmentation et qu'on allait rentrer dans un cycle, ça redescend, et donc il faut vraiment surveiller parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Alors les vaccins, justement, ces vaccins, donc on a ce vaccin entier qui était disponible des années 50, donc où on a toute la bordételle inactivée. Alors l'intérêt, c'est qu'elle avait une bonne... il y avait une bonne réponse, mais beaucoup de problèmes de reproductibilité entre les vaccins. Une forte réactogénicité qui a fait que ça n'a pas été accepté par la population et qu'il a fallu trouver d'autres vaccins parce qu'il y avait des fièvres très élevées, parfois des convulsions chez les petits nourrissons. Et puis, on ne voulait pas l'utiliser pour les rappels parce que pour le coup, la réactogénicité était importante. Et donc, il a été mis en place ces vaccins accellulaires avec donc des antigènes vaccinaux de virulence. Et donc là, on avait des vaccins plus standardisés, peu d'effets secondaires, des rappels possibles. Alors, est-ce que ces vaccins sont efficaces? Oui, bien sûr, heureusement, on les utilise toujours. La seule chose, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une diminution dans le temps de cette réponse. Ce qu'on appelle le waning immunity en anglais, avec donc vous voyez là c'est le temps qui est passé après la dernière vaccination qui diminue de façon assez importante avec une bonne efficacité évaluée à 3 ans. Et puis après une diminution quand même significative de l'efficacité avec donc une waning immunity de plus de 27% par an. Quand on fait une primo-vaccination, c'est-à-dire donc la première vaccination du nourrisson, avec le vaccin cellulaire, on va multiplier par 2 cette immunité qui va être déficiente dans le temps. Là, c'est une méta-analyse qui finalement reproduit à peu près les mêmes résultats. Et donc, ils en concluent que seulement 10% des enfants protégés 8 ans après le dernier vaccin, il y a seulement 10% des enfants qui sont protégés 8 ans après le dernier vaccin cellulaire. C'est ces résultats-là qui nous font en fait réfléchir sur les programmes vaccinaux et les changer, les modifier au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est pour vous dire effectivement qu'entre la cellulaire et le vaccin entier, il y a des différences en termes de réponse immunitaire. Et c'est vrai que dans un contexte où on pourrait par exemple vacciner avec le vaccin entier initialement, on va avoir en fait une réponse TH1, TH17 qui va être boostée même par un vaccin acellulaire et la réponse va être plus prolongée dans le temps et un peu plus efficace et peut-être aussi, ça n'a pas été clairement mis en évidence chez l'homme mais chez le babouin, une efficacité sur la transmission, sur le portage et donc la transmission. Ça, c'est très important puisque c'est les petits nourrissons qu'on veut protéger. Et donc, il faut essayer de protéger au mieux l'entourage. En revanche, vous voyez que là, la cellulaire, dès le départ, avec la primo-vaccination, va avoir une réponse TH2, donc une réponse efficace, mais pas très efficace dans le temps. Alors, la deuxième problématique, c'est comment, après le cas que je vous ai exposé, le cas clinique, comment protéger et mieux traiter le jeune nourrisson. Alors,
Je vais un peu vers le translationnel, mieux comprendre les facteurs de variabilité de l'expression clinique, pourquoi il y a des enfants qui vont faire des formes extrêmement graves, comme je vous l'ai montré, et d'autres pas du tout. Est-ce qu'il y a un rapport avec une virulence particulière? On sait qu'il y a des facteurs de virulence, là j'en ai donné quelques-uns, la toxine pertussique, hein, qui est responsable notamment de l'hyperleucocytose, l'adéninacyclase, la pertactine. Tout ça va aussi en fait entraîner une sorte d'échappement à la réponse immunitaire et peut-être favoriser la multiplication bactérienne et voilà. Mais est-ce que donc elles expriment plus ces facteurs de virulence? Est-ce qu'il y a de nouveaux facteurs de virulence à découvrir associés à la coqueluche maligne? C'est une des questions qu'on se pose au laboratoire. L'autre possibilité aussi, c'est l'hôte, bien sûr. Est-ce qu'il y a des facteurs de susceptibilité de l'hôte à cette expression liée à la gravité de l'infection? On pourrait imaginer déjà que comme c'est une maladie qui ne survient que chez le nourrisson, qu'il y a peut-être une réponse particulière du nourrisson, du nouveau-né, à la coqueluche, avec un système immunitaire, comme décrit cette image un peu complexe, pour montrer qu'en fonction de l'âge du patient, vous allez avoir des réponses totalement différentes. Et donc, on pourrait peut-être imaginer que la réponse néonatale est différente. Ce qui est intéressant, et ça c'est sur un modèle de souris, c'est que quand on compare des souris nouveau-nées et des souris adultes, on va avoir dans le poumon ici, beaucoup plus de leucocytes chez l'adulte, donc un recrutement local. Mais en revanche, on va avoir chez le nouveau-né beaucoup plus de bactéries circulantes. Donc, est-ce qu'on est plutôt dans une forme systémique de la maladie chez le nouveau-né? Possiblement. Et donc, ça, c'est aussi une question qu'on se pose au laboratoire. Alors, en attendant tous les progrès de la recherche, je reviens un petit peu à la clinique. On pourrait se dire, il faudrait protéger la future maman pour protéger le bébé. Et c'est la vaccination de la femme enceinte, qui n'est pas actuellement recommandée en France, mais qui est recommandée dans pas mal de pays. C'est ce qui est en bleu derrière dans la carte que vous voyez ici. Où on imagine que cette vaccination a un effet barrière, comme ce qu'on appelle le cocooning, c'est-à-dire qu'on va protéger la femme enceinte, donc protéger la future mère, et donc elle ne transmettra pas la maladie à la naissance. Mais on pourrait aussi imaginer qu'il y a une efficacité dans la protection du nouveau-né à travers la transmission d'anticorps maternels de façon passive au petit fœtus. Alors, il faut que les taux soient élevés pour ce transfert passif, et donc il faut qu'il y ait une vaccination récente. Et puis, il faut quand même qu'on puisse avoir des anticorps qui sont liés à une efficacité, ce qui est difficile dans la coqueluche parce qu'on n'a pas de véritable corrélat de protection. Donc au moins l'anticorps antitoxine pertussique. Il y a un certain nombre d'études maintenant qui sont parues, et je vous donne la dernière qui a été réalisée aux États-Unis, et où donc ils ont comparé un groupe avec les mères vaccinées pendant la grossesse et non vaccinées, et ils ont déduit en fonction du taux de coqueluche, c'était sur un certain nombre de patients, je ne sais plus combien, là 148 000 nouveau-nés, donc quand même un nombre important. Il faut savoir qu'ils ont introduit la vaccination maternelle et ça a plutôt bien marché. Et donc là, ils ont déduit qu'effectivement, il y avait une efficacité de la vaccination aux alentours de 85%, et cette protection persistait même après la vaccination du nourrisson selon le schéma vaccinal habituel. Alors, après, la question, c'était quand est-ce qu'il fallait vacciner ces femmes enceintes. Alors, initialement, on a dit surtout pas avant le 3e trimestre parce que ça va pas marcher, puis peut-être que ce sera pas en termes de safety génial. Ça va pas marcher parce qu'on va pas bien transférer, parce qu'il n'y a pas de bonne... le placenta n'est pas assez mature. Eh bien, en fait, cette étude montre que ce soit le 3e ou le 2e trimestre, on a finalement des taux d'anticorps qui sont assez équivalents. En revanche, les 2 dernières semaines précédant l'accouchement, on n'a aucune efficacité. C'est comme si la mère n'était pas vaccinée.
Donc là, c'est en termes de transfert d'anticorps. Voilà, donc je vais finir sur, nous, on n'a pas la recommandation vaccinale de la femme enceinte, mais on a quand même des recommandations vaccinales qui sont mises à jour tous les ans. La dernière date de fin janvier 2018. Il y a eu quelques petites nouveautés sur la coqueluche. Alors, donc, le rappel du schéma vaccinal, primo-vaccination à 2-4 mois avec un rappel à 11 mois et un rappel à 6 ans et 11 ans. Et puis, après, on a des rappels tous les 25 ans. Donc à 25 ans, puis tous les 25 ans, sauf pour le milieu professionnel en contact avec les nourrissons, où il faut avoir un rappel supplémentaire, que j'ai souligné ici en rouge. Et puis, j'ai aussi un rappel du cocooning. Qu'est-ce que c'est ? C'est chez tous les adultes ayant un projet parental dans l'entourage d'une femme enceinte en postpartum immédiat. Donc, tout l'entourage, c'est les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, etc. Où là, il faut faire des rappels supplémentaires plus réguliers. Je vous remercie et je vais passer la main à Sylvain.